Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de recevoir Gaël Josse ce soir pour son roman La Nuit des Pères aux éditions Noir sur Blanc, collection Notabilia. Il faut préciser cette collection superbe dont on reçoit souvent d'ailleurs les auteurs, puisqu'on a reçu la semaine dernière Josué Kalachura. Ah ouais, ouais, il est très bien son bouquin, j'ai adoré. Exactement. Alors, on va faire une petite présentation de vous, Gaël, mais très rapide parce que votre CV est immense. Vous êtes venu à l'écriture par la poésie et vous avez publié votre premier roman, Les Heures silencieuses, en 2011 et vous avez remporté plusieurs prix à ces occasions-là puisque vous avez continué à écrire ensuite, dont le prix de littérature de l'Union européenne et vous avez signé votre retour poétique cette année avec Et recoudre le ciel, pardon, toujours chez Notabilia. Et bien sûr, votre CV s'allonge puisque vous êtes diplômé en droit, en journalisme, en psychologie clinique. Et on comprend peut-être aussi pour ça ce livre-là aussi, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes chevalier des arts et des lettres et chevalier de la Légion d'honneur tout Bon, récemment. on va peut-être arrêter là Quel maintenant, honneur, quel parce honneur. que Alors, je suis ravi de vous retrouver. On avait une première rencontre il y a à peu près 2 ans que vous aviez partagé avec Sophie Divry, une très belle rencontre pour ce roman qui s'appelait Ce matin-là, qui évoquait la dépression d'une jeune salariée. Alors bonsoir Gaël et merci surtout d'avoir accepté cette invitation. Malgré toutes les rencontres que vous avez à travers la France, on a vu votre périple. Alors merci. eh ben, bonsoir Anthony, ben, merci à vous d'avoir pensé à moi et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je suis très impressionnée qu'il y ait autant de monde. Là, j'ai une galerie qui s'affiche sur plusieurs pages. Je trouve ça énorme, voilà, qu'il y ait autant de monde connecté le soir, le dimanche soir, pour venir parler d'un bouquin. Je trouve ça génial. Mais un bouquin merveilleux et on va en dire le plus grand bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment ce livre-là est arrivé à vous, puisque vous avez repris goût à la poésie, pas repris goût, pardon, vous avez en tout cas publié la poésie, puisque la poésie vous habite, j'imagine, depuis toujours. Mais comment ce livre-là est venu à vous, justement, après ce petit passage poétique début 2022? Racontez-nous la genèse entre ce matin-là, entre le burn-out et cette figure paternelle dont on va parler longuement. Alors, en fait, le livre de poésie, c'est pas un moment où je me suis dit, tiens, j'arrête un peu et je vais écrire un livre de poésie. En fait, j'écris de la poésie de manière régulière ou irrégulière, et il se trouvait que je me suis trouvé un moment avec beaucoup de choses que j'avais pas pris le temps de relire, de trier, etc. Et voilà, à un moment de creux entre deux livres, je me suis dit, tiens, c'est le moment de voir un peu où j'en suis avec la poésie, à quoi ça ressemble, est-ce qu'il y a une unité, est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, est-ce qu'il y a quelque chose à proposer. Donc j'ai fait tout ce travail de relecture, de tri, d'élimination aussi, parce que tout, voilà, des choses qui ne sont pas forcément euh, voilà, génial de ce qu'on écrit un peu comme ça au fil des jours. Alors, je dis pas que ce qui restait, c'est génial, mais disons que pour moi, ça me semblait pouvoir voilà, être proposé. Et j'étais très heureuse que mon éditrice, qui n'est pas une éditrice de poésie, ait eu envie de m'accompagner quand je lui en ai parlé et qu'on fasse ensemble ce petit hors collection dont on a inventé un peu ensemble le format, le papier, la typo, la couverture, la mise en page. Donc j'ai adoré, voilà, j'ai adoré faire ça et j'ai été très surprise du bel accueil qu'il avait reçu, qu'il a toujours reçu. Et la nuit des pères, eh bien, il y a eu un autre projet d'écriture qui s'était mis en place. J'avoue que c'est un projet d'écriture sur lequel j'ai beaucoup reculé parce que je savais que la figure paternelle, il faudrait qu'un jour je m'y confronte, que je l'affronte. Ça m'était difficile, tout simplement, à titre personnel, hein, puisque même s'il ne s'agit pas d'une autofiction, hein, ce qui n'est pas ma famille littéraire, il y a quand même un matériau, on va dire, autobiographique ou personnel ou intime dans ce livre, peut-être encore plus que dans d'autres. Et c'est un sujet, vous savez, c'est dans...
je ne sais plus de qui est cette phrase qui se trouve que Brigitte Giraud, dans son bouquin Vivre vite à la rentrée la littéraire, a mis en exergue que écrire, c'est aller précisément là où on ne veut pas aller. Voilà. Donc j'en étais un petit peu là. Et puis il y a un moment où la littérature, c'est aussi aller le plus loin possible. C'est voilà, porter le feu. Voilà, le plus loin possible, le plus sincèrement possible. Et apparemment, il était quand même temps que je me confronte à cette figure, donc sous forme de fiction, même si en effet, c'est un sujet qui était très à vif pour moi. Est-ce qu'il y avait besoin d'une certaine maturation du sujet? Est-ce que il est possible que vous rééditiez la chose également? Est-ce que c'est un sujet qui au contraire, s'agirait d'un one-shot, d'une seule fois, ou au contraire, comme un exutoire, ou au contraire, vous allez travailler peut-être la matière paternelle de manière différente, en poésie aussi peut-être, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour que cela continue? Le père de Le Retour. A priori, là, tout de suite, j'y ai pas pensé. Voilà, pour l'instant, non. Il me semble que je suis allée le plus loin possible dans ce sujet, dans ce que j'avais envie d'exprimer, d'explorer, à la fois par rapport à moi, de voir comment voilà, la littérature pouvait aussi porter ça, avec quelle voix. Donc pour l'instant, a priori, j'envisage pas de revenir voilà, sur le sujet, mais on n'est jamais sûr de rien, on n'est jamais sûr de ce qui va s'écrire. Alors, on va parler de cette narratrice. Donc, on le répète, ce n'est pas une autofiction, mais cette narratrice Isabelle, qui est documentariste, qui fait des films sur les fonds marins, qui a perdu son compagnon d'un accident cardiaque lors d'un tournage, caméra en main, et cette scène est extrêmement poignante, qui revient sur ses terres natales, dans les Alpes, pour renouer avec un père absent. J'aimerais savoir comment vous avez façonné son histoire, sa souffrance intérieure. On a toujours du mal à imaginer une telle prouesse d'incarnation quand cela est romancé. Et vous avez fait un travail qui est extrêmement précis sur les émotions, extrêmement précis sur l'absence. Et on parlera de toutes ces thématiques que vous avez insérées dans le roman. C'est toujours compliqué d'expliquer comment on écrit parce qu'en fait, en écrivant, on ne se regarde pas écrire et je pense que c'est vraiment la dernière chose à faire que de se regarder écrire. Donc, à un moment, il y a ce film intérieur qui se développe, qui prend corps et puis à un moment, les choses vont s'écrire. Et c'est vrai que la caractéristique peut-être de ce que je fais, de ce que j'essaie de faire, c'est de mêler à la fois le matériau, je dirais, personnel, intime, avec le matériau de la fiction, de la narration, de l'imaginaire, de l'invention romanesque. Et il me semble que sans la présence de ce matériau vraiment personnel, le texte n'aura pas la même sincérité, la même justesse, la même vibration émotionnelle. Donc, à un moment, voilà, l'histoire se construit et euh, la question peut-être la plus délicate dans l'écriture de ce livre, c'était sur l'ancrage du livre, de se dire cette histoire finalement que je porte, elle va s'installer où, elle va s'ancrer où, parce qu'un livre, c'est pas un objet flottant, il y a des lieux, il y a des temps, voilà. Donc j'ai eu l'idée par rapport au temps, compte tenu de l'intensité des affects, puisque c'est le retour de cette femme vers ce père qu'elle a fui, puisque c'était un père au mieux indifférent, au pire destructeur. Donc, pour moi, ça devait répondre à une intensité des choses dans le temps, d'où le déroulement sur quelques jours entre le père, le frère et elle. Voilà, cette espèce de triangle familial qui va se nouer et se dénouer en quelques jours. Alors ça, c'était pour voilà, la durée, l'espace du roman. Ensuite, c'était le lieu. Et à un moment, la montagne s'est imposée. Alors la montagne, c'est pas je dirais mon élément, mon écosystème naturel hein, de naissance. En revanche, c'est un lieu que je connais et que j'aime de plus en plus. Et je trouvais que pour cette histoire qui est quand même
assez, pour moi, assez fortes, avec des aspects très rugueux, très râpeux, très, très, très complexes. Il fallait un décor qui soit un peu de la même intensité. Et la montagne, pour moi, ça répondait à cette... voilà, c'est le lieu de l'altérité. C'est à la fois pour moi le lieu de l'émerveillement et aussi un peu le lieu de l'effroi. Voilà, parce qu'on sait que ça peut tourner très vite en montagne, que voilà, c'est ça, c'est la peur et l'éblouissement. Et j'ai eu cette intuition qu'en fait, cette montagne, qui est presque un personnage du livre, elle répond à l'ambivalence des sentiments que cette femme, Isabelle, elle a pour son père. C'est-à-dire un père qu'elle aime et qu'elle déteste, qu'elle admire et voilà, et qu'elle craint, et qu'en fait, elle éprouve les mêmes sentiments pour la montagne, parce que la montagne, c'est un lieu qui l'émerveille, mais c'est aussi la montagne qui lui vole son père. Voilà, tous les jours, il est guide de montagne, il part et il n'a l'air de n'exister que pour aller épuiser son corps en essayant voilà, d'y abandonner aussi sa souffrance intérieure. Et donc, cette montagne, elle en est aussi presque jalouse. Donc, il y a quelque chose de très fort qui se tisse avec le lieu. Voilà. Mais elle est clairement jalouse puisque c'est la montagne qui lui a volé son père Oui, et elle choisit son métier peut-être en opposition puisqu'elle elle est au contraire dans un milieu marin. oui, alors, oui, un milieu que je connais mieux. Et elle a essayé en fait de mettre le plus de distance possible pour se construire, pour simplement survivre. Donc la surface de la Terre n'était pas suffisante, il fallait aller le plus loin possible au fond des océans. Et à un moment, j'ai remarqué, je me suis dit que finalement, cet amour de la nature, des choses un peu non maîtrisées, sauvages, extrêmes, avec cette liberté que le père et la fille éprouvent dans ces lieux, euh, en fait, c'est ça qu'ils ont en commun. Voilà. Et paradoxalement, ce qu'elle est allée fuir le plus loin possible, c'est peut-être aussi la chose qui la rapproche de son père. Voilà, comme un petit peu des extrêmes qui se rebouclent. Et je me questionnais aussi sur la question de la transmission des héritages qui ne sont pas toujours aussi évidents qu'on croit, peuvent quelquefois ressurgir à un moment où on s'y attend pas du tout, dans des circonstances voilà, qui viennent nous surprendre. Que la question voilà, des transmissions, elle est quelquefois très mystérieuse en fait. Alors je reviens sur la forme dont vous parliez tout à l'heure. C'est un journal, un journal. Je ne sais pas si on peut appeler ça un journal, un faux journal Oui. sur 4 jours. Alors, ouais, pour moi, c'était pas un journal. En fait, c'est une histoire à trois voix, puisqu'on va entendre donc la voix d'Isabelle. Au milieu, il y aura la voix du père, qui va pour la première et la dernière fois livrer son histoire. Et après, on va entendre la voix du frère, qui lui apporte un éclairage différent sur cette histoire. Et on va aussi comprendre quel est ce personnage qui finalement est plus complexe qu'on le croit au début. Et en début d'écriture, pour moi, l'une des choses les plus, comment dire, les plus nécessaires à résoudre avant de commencer, parce que ça conditionne l'écriture, c'est en fait qui va porter l'histoire, avec quelle voix l'histoire va s'écrire, c'est-à-dire quelle vérité voilà, va-t-on entendre, ou quelle subjectivité va-t-on entendre, puisqu'évidemment, suivant celui ou celle qui raconte, on n'aura pas la même histoire. Et là, j'ai eu envie que chacun raconte sa perception en fait des choses. Et c'est une chose qui m'a toujours frappée. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais c'est voilà, que dans une même fratrie, on a beau vivre la même chose, une unité de lieu, de temps, d'action, un événement commun vécu au même moment. Et on s'aperçoit que des années plus tard, on n'en a pas la même lecture, le même souvenir, le même ressenti. Donc il n'y a pas de vérité familiale unique, mais que c'est en juxtaposant un petit peu de façon comme ça chorale, mosaïque, les voix de chacun, qu'on arrive peut-être à cerner une certaine réalité.
Donc voilà, pour répondre sur la construction, j'ai simplement voulu pouvoir faire entendre les voix de chacun à tour de rôle. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une autre structuration du récit? Est-ce que le roman a été peut-être dans une première version différente, notamment sur les pronoms, sur le jeu et sur le tu dont on parlera juste après? Alors, c'est pas sur le jeu et sur le tu que j'ai hésité. Je dirais, quand j'en étais là, c'était déjà que j'avais voilà, l'intuition que c'est comme ça que j'allais fonctionner. Non, j'ai eu plus comment dire, j'ai plus de réflexion pour, pour le moment où le père allait dire son histoire. Voilà. Je me suis demandé s'il fallait, comment dire, les filocher un petit peu voilà, au long des chapitres, et puis, ou là, alors la livrer d'un bloc. Il m'a semblé qu'en fait, de ce que j'ai pu vivre et voilà, comprendre autour de moi, c'est que les gens qui ne parlent jamais, qui sont vraiment complètement voilà, enfermés dans le silence, ont du mal à livrer des choses d'eux-mêmes, soit par timidité, soit par blocage, voilà, des raisons diverses. Le jour où ils parlent, en fait, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, mais il lâche une bombe sur la table. Voilà. Et ce père, qui est un homme en fait noyé, submergé par des choses qu'il a vécues et qu'il n'a pas pu surmonter, dont il n'a jamais parlé. Voilà. Le jour où il va lâcher son histoire, voilà, ça sera assez explosif. Euh, après, j'avais pas tout à fait l'idée au début. On parle vraiment de cuisine là, hein, mais je ne sais pas si C'est ce c'est qu'on aime, c'est ce qu'on intéressant. aime. Mais la voix du frère, elle est apparue tardivement. Elle est apparue tardivement. J'avais pensé que c'était la sœur qui après pouvait reprendre la parole et tout. Et puis je me suis dit non, il manque un truc. Il y a un déséquilibre. Ce frère auquel voilà, enfin moi je m'y suis attachée. J'ai eu envie aussi de mieux le connaître, qu'il soit pas juste voilà la silhouette du petit frère. Euh, j'ai eu envie que ça soit un vrai personnage. Voilà, il n'est pas seulement une silhouette, mais qu'il est vraiment de la chair et qu'il soit aussi un personnage plus complexe et Plus en chair. plus riche, voilà, que ce qu'on pouvait en penser au début. Et quand il va donner son histoire, là aussi, euh, il m'est apparu que finalement, l'héritage du père, là aussi, la transmission, elle était arrivée aussi chez lui, mais d'une manière très inattendue finalement, et ce qui en faisait voilà, un personnage que je trouvais ouais, voilà, vraiment intéressant à creuser et essayer d'aller le plus loin possible. Voilà. Et ce frère Olivier, il mérite justement ce chapitre-là, il mérite tous les... Parce que c'est une déclaration aussi d'amour à son frère qu'elle fait dès le début. On sent la tendresse qu'elle a envers lui. Oui, 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 c'est une tendresse qui a évidemment du mal à s'exprimer, mais oui, il y a il y a un vrai attachement, même si tous les deux n'ont pas vécu la même chose. Et entre le père et la fille, je dirais qu'ils n'ont pas eu le même père. Ça a été le même homme, mais ça n'a pas été le même père. Il y a eu une manière différente d'un des enfants à l'autre d'exercer je dirais, sa paternité. Et c'est aussi quelque chose qui m'a voilà, renvoyé à des choses plus personnelles. Voilà, qu'un parent peut aussi être multiple dans sa manière de, de décliner leur façon d'être parents. Ça peut être par rapport au temps, par rapport à un épisode de la vie, puis un épisode des années plus tard, ou bien parce que là, il y avait une fille, il y avait un garçon, et on s'aperçoit que la relation, voilà, par rapport je dirais, au féminin et au masculin, pour ce père, à un moment, il y a des choses voilà, qui sont très, très complexes et qui vont en faire, en fait, des pères, d'où la nuit des pères. Voilà. Et c'est aussi un texte sur le choix de rester ou de partir, puisqu'Olivier reste, en tout cas revient beaucoup plus tôt qu'Isabelle.
C'est aussi le fait de rester dans son lieu de naissance à travers son héritage ou pas. C'est aussi un livre, un roman sur le choix, sur un choix de vie. Ouais, sur où est-ce qu'on va aller trouver sa place? Voilà. Est-ce qu'on va aller la chercher au bout du monde parce que c'est une question de survie de partir, de fuir, parce qu'on n'a pas reçu ni confiance, ni amour, ni regard, et que voilà, on est dans un lieu sec, un lieu stérile qui ne permet pas de vivre, donc il faut aller s'inventer ailleurs, ou bien le choix du frère qui finalement a trouvé la manière d'apprivoiser les choses en restant sur place. Mais on s'aperçoit qu'il a une réalité qui est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vrai que ce choix de où est ma place, comment je la trouve, comment je la cherche, en sachant que c'est toujours quelque chose de mouvant, quelque chose qui va se renégocier en fait en permanence. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles en fait à trouver dans nos vies. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça toujours complexe et toujours remis en cause. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il fallait, parce que vous nous mettez dans un huis clos total, comme pour nous oppresser tout à l'heure, vous disiez que le père, vous aviez hésité sur la façon du père à arriver dans le récit. J'ai l'impression que vous nous contenez en tant que lecteur et que vous nous, entre guillemets, vous nous recouvrez d'un manteau, mais qui a l'odeur et le silence de l'indifférence. Oui, ce père, il est très difficile à appréhender. On sait que c'est un homme du silence, que c'est un homme de la fuite. On sait aussi que c'est un homme qui cache certainement des choses difficiles, puisqu'elle entend tous les soirs, elle est hantée par ça, ce cri, un homme qui crie dans son sommeil. Et voilà, on sent qu'il y a des choses qui pèsent. Après, je ne peux pas vous dire j'ai essayé de faire ceci ou j'ai voulu créer telle ou telle atmosphère parce que franchement, je vais vous dire un truc très bête, mais ça s'écrit comme voilà, comme ça s'écrit. C'est pas tiens là faut que je mette du suspense, là je vais essayer de créer ceci cela. C'est bon, bah, j'écris, je roule, j'avance comme je peux et puis à la fin on regarde si pour moi ça tient à peu près debout quoi. C'est c'est très difficile, je trouve, cette question à la fois de qu'est-ce qui est conscient et qu'est-ce qui est inconscient quand on écrit. Voilà. On a en ce qui me concerne, je ne suis pas une très grande architecte hein, du roman. C'est des narrations souvent assez filiformes, hein, assez simples. Donc voilà, j'ai quelque chose en tête. Le document final est souvent différent de ce qui est prévu parce qu'il y a la place pour moi, ce qui est le plus extraordinaire en écriture, c'est le surgissement de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on n'a pas vu venir et qui à un moment s'écrit. Et c'est ça qui est intéressant. Si c'est juste raconter le film qu'on s'est fait, bon, c'est sympa, mais voilà, c'est dans le surgissement, dans l'imprévu, dans le truc inconscient qui à un moment va s'écrire que, que ça se joue. Donc voilà, il y a cette part de j'essaie de raconter cette histoire de cette manière-là, et puis il y a finalement, à la fin, ça ressemble à ça. Alors, par contre, ce qui est inconscient, ce sont ses pronoms, puisque Isabelle adresse ce texte à son père et le tu, donc le tu, et le je, évidemment, de la première personne du singulier. Mais comment fait-on pour s'extraire de cette condition-là, cette condition personnelle des pronoms, alors qu'on sait que la narratrice n'est pas totalement nous? Est-ce qu'il y a un impact pour vous à court terme ou à moyen terme de cette charge mentale en tant qu'écrivain? À un moment, je dirais, il y a une nécessaire incorporation du personnage sur lequel on écrit. Et je dirais que c'est pas parce qu'on va écrire à la troisième personne, comme par exemple j'ai pu le faire dans le précédent, dans ce matin-là, ou dans le bouquin sur Viviane Mayer, qui était un récit à troisième personne, c'est pas parce qu'on va écrire à la troisième personne qu'on sera forcément moins impliqué. C'est juste qu'on choisit une petite distance, voilà, un petit peu d'air entre la narration, voilà, le personnage.
et que le jeu, même s'il a un effet évidemment beaucoup plus immersif à la lecture, évidemment qu'il est impliquant, mais c'est pas tellement ça, je trouve, en fait, qui fait la différence. C'est ce qu'on va, c'est comment on va les nourrir, que ça soit je, tu, il. Mais pour ce texte précis, oui, il me semblait que la voix, le jeu s'imposait parce que c'est une histoire qui joue, enfin, qui met en chose des ressorts très, très intimes qui me sont aussi voilà, personnels. Et le tu, puisque très souvent, c'est une espèce de monologue intérieur où elle va s'adresser à son père de manière, voilà, comme on entretient un peu un dialogue imaginaire, comme on peut le faire des fois. J'ai trouvé que ce tu, ça donnait au rythme, ça donnait au texte une espèce de... Alors c'est arrivé comme ça, je ne sais pas comment ni pourquoi. Ça donnait au texte une espèce de tension de cette adresse et ça revenait un peu comme une obsession, comme un ostinato, vous voyez, une espèce de scansion du tu. Et j'ai trouvé que ça permettait de dire des choses intéressantes et que voilà, donc j'ai continué comme ça. Et c'est un très bon choix. Il y a votre éditrice Manon Frappa qui vient d'arriver. Où ça, je ne la vois Et pas. Coucou je ne sais Manon. pas. Je ne sais pas où elle est, mais elle est là. Voilà, parce que oui, il faut que je glisse sur l'autre écran. Bonsoir Manon, donc je suis ravie de vous présenter Manon Frappa, donc, qui dirige maintenant la collection Notabilia. Voilà, donc vous intervenez quand vous le souhaitez, Manon, évidemment. Je reviens sur ces pronoms possessifs parce que ça m'intéresse. J'ai pas le je et le tu, mais sur les pronoms possessifs que vous utilisez par rapport à votre père. Vous dites mon père. Vous ne le lâchez pas dès le début et c'est plutôt rare dans un roman où la figure paternelle est un petit peu mise à mal. En principe, il n'y a pas ce genre de pronom-là. Là, vous vouliez malgré tout qu'on s'attache à lui. Est-ce que malgré tout, il fallait qu'on ne le lâche pas lui aussi? Alors, c'est vrai, c'est juste ce que vous dites, que le fait que cette expression, mon père, ça, que revienne assez souvent, ça donne l'impression, en effet, qu'on est vraiment, voilà, vraiment sur lui. Après, est-ce qu'on va l'aimer ou le détester? Chacun vit sa vie avec le livre. En tout cas, pour moi, c'était vraiment toute cette ambivalence que j'ai pu avoir avec mon propre père, voilà, de rejet, haine, admiration, fascination euh, et rejet. Et en fait, j'ai jamais appelé mon père papa. Même dans ces dernières années, voilà, je crois que j'ai toujours évité le pronom. Et en écrivant, j'étais incapable d'écrire papa. Voilà. Donc, cette expression mon père, je trouvais que ça l'interpellait, que ça le plaçait à sa place de père, mais avec quand même la distance qui a toujours été. Alors, on n'a pas parlé de ce père encore vraiment en détail. On peut dire qu'il a la maladie de l'oubli, comme vous l'appelez. Euh, Isabelle arrive, entre guillemets, au bon moment pour renouer le dialogue, ou alors au pire des moments, puisque, vous le dites, cette maladie est capricieuse, tapie et sournoise, impatiente et sûre de gagner. Au final, c'est un choix d'apparition à la fois mystique et à la fois terrible. C'est une destinée que vous vouliez mettre en avant. Alors, ce que je voulais écrire, en fait, c'était comment est-ce qu'on va se comporter, comment est-ce qu'on va recevoir le fait que le père, en fait, qui est un peu la figure de l'ogre, à un moment, devient la figure du petit poussé, c'est-à-dire quelqu'un de fragile, quelqu'un de malade, quelqu'un qui est à son crépuscule, quelqu'un qui va, voilà, qui va tomber dans l'oubli. Et, voilà. et, et pour ces enfants, cette question qui est cruciale, c'est comment est-ce qu'on va se mettre à protéger l'homme qui ne nous a jamais protégés. Voilà. Pour moi, c'était ça qui était central voilà, dans ce livre. Parce il y a pas eu comment dire, de don d'amour au départ de la part du père. Et les enfants sont confrontés à un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut qu'on parle de papa.
Il ne nous a pas aimés, il ne nous a pas protégés, il ne nous a pas donné ce qu'on pouvait attendre. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un homme à terre. Voilà, et c'est notre père. Donc, comment est-ce qu'on se débrouille avec tout ça? J'aimerais que vous racontiez justement une des scènes. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de scènes qui vont sûrement frapper beaucoup de monde, beaucoup d'adultes, qui vont rappeler forcément leurs souvenirs d'enfants, qu'ils aient eu une enfance difficile ou pas. Mais est-ce que vous pouvez évoquer certaines scènes, ou en tout cas peut-être une, peut-être la scène où Isabelle se coupe les cheveux en réaction à son père, ou bien celle de Lola, la chienne de la famille, qui apparaît comme peut-être l'un des moments les plus forts du roman, des plus caractéristiques qui montrent l'indifférence d'un père envers sa fille. Oui, alors je ne veux pas tout vous raconter ni vous priver de, voilà, de la Bien sûr. découverte des scènes, mais c'est vrai que la scène où elle se coupe les cheveux, c'est quelque chose qui m'était très, très personnel, puisque elle se rend compte qu'en fait, son frère bénéficie d'un traitement, on va dire, un petit peu meilleur qu'elle. Donc, elle se dit, mais après tout, si moi je deviens son fils, peut-être qu'il va m'aimer. Et pour devenir son fils, elle fait l'idée que peuvent avoir les petites filles, c'est qu'elle va essayer de se couper les cheveux. Donc évidemment, ça va être un massacre. Et elle s'attend à ce que son père la reconnaisse en fait, comme son autre fils. Et puis, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et le pire, c'est qu'elle pense au moins qu'elle va provoquer sa colère, qu'elle va provoquer quelque chose qui va enfin au moins la regarder. Et en fait, il n'en a rien à faire, il ne la regarde même pas. Et je crois que c'est cette indifférence, cette absence de regard qui est la plus terrible. Sophie, merci. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend. Bonsoir à Alors, Madame Sophie, Joss. Oui, bonsoir Madame Joss, bonsoir tout le monde. Voilà, moi je n'ai pas encore lu votre livre, mais je vais y courir lundi ou mardi. On dit que parfois écrire est exutoire. Là, vous parlez de votre père, donc en termes de mon père et non pas de papa. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre-là, ça vous a vous permis de justement de faire soit comment dire je cherche mes mots, pardon, parce que je suis très émue en fait de ce que vous dites et c'est très enfin, je suis très émue. Est-ce que ça vous a aidé, vous, justement, par rapport à votre père, le fait d'écrire cette histoire-là? alors, je n'éprouvais pas le besoin d'écrire un livre, on va dire entre guillemets, thérapeutique. Voilà. D'ailleurs, le livre n'est pas dédicacé à votre père. Cela dit, c'est vrai que je savais qu'il faudrait qu'un jour j'arrive voilà, à affronter des choses qui étaient complexes. Donc, je crois que ça m'a éclairé peut-être sur finalement ce qu'on reçoit. Voilà, qu'on ne peut pas dissocier ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien dans l'héritage. Voilà. Et je crois que j'ai toujours voulu être en mesure de faire un choix, de savoir si cet héritage, je le prenais ou je le rejetais. Alors, au fil des jours, des années et tout, évidemment, c'est une réponse qui a beaucoup évolué, d'où cette espèce de tourment intérieur. Et je crois qu'en fait, ça semble idiot parce que maintenant ça semble évident, mais que voilà, les choses ne se passent pas. Est-ce que je prends le blanc, est-ce que je prends le noir? Non, je prends un paquet, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris, et suivant les jours, suivant les lumières, suivant tout ce qu'on peut vivre de la vie, cet héritage voilà, va prendre des couleurs différentes. Et ça, en fait, j'en étais pas totalement consciente. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous avez, vous aussi, Gaëlle, la mémoire hémorragique et débordante des lieux? Ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas pour C'est très bien ouais. décrit. C'est vrai qu'Isabelle, elle reconnaît qu'elle est un peu
hypermnésique voilà, par rapport au lieu, mais j'ai constaté que oui, c'est quelque chose. J'ai la mémoire des lieux, c'est terrible, j'y peux rien. Un endroit où je suis allée une fois, un- plutôt un lieu clos, une maison, un appartement, enfin voilà, n'importe quoi. J'ai une mémoire extrêmement précise de ce qu'il y avait dans la pièce, de l'orientation des pièces, voilà, des années après, je peux me souvenir comment était telle chambre d'hôtel dans laquelle j'ai passé une nuit à 15 ans. Et ça, voilà, j'y peux rien. Je suis très sensible en fait au lieu, à ce que portent les lieux, à ce que racontent les lieux. Ce qui fait qu'il y a des endroits dans lesquels on est immédiatement bien, il y a des lieux dans lesquels on se sent mal à l'aise, il y a des lieux qui nous indiffèrent, des lieux où on ne peut pas rester. Mais oui, j'ai cette mémoire des lieux. C'est pas une qualité, c'est comme ça. Alors, c'est quand même plutôt pratique pour un écrivain, j'imagine. Pas finalement. C'est plutôt pratique. Il y a beaucoup de références dans le livre qui sont un peu disséminées à travers le roman, et ça commence par une citation de Pierre Sandor qu'on aime particulièrement d'Anveville, puisqu'on l'a reçu 2 fois et c'était un bonheur à chaque fois. C'est vrai? Bien sûr, Ah, super. ouais, qui est très rare dans les médias, mais il a accepté, et c'était 2 rencontres assez fascinantes. Mais il n'y a pas que Pierre Sandor, il y a aussi la petite sirène, oui, oui, dont la narratrice a peur, Le bruit de la fureur de William Faulkner, et également Amacor de Federico Fellini. Racontez-nous ces références si singulières qu'on voit rarement dans des romans, et que vous avez insérées au cœur du texte. Ouais. Bah, Pierre Sandor, d'abord, c'est un écrivain qu'il faut absolument lire. Il a écrit peu de livres, mais il a écrit des merveilles. Donc, j'aurais bien voulu assister à la rencontre. Tiens, là, vous me donnez Elle est en replay. Elle est en replay, Gaëlle. Je Bon, vous je vais enverrai voir le lien. ça. Parce que c'est vrai que c'est un écrivain, enfin voilà, rare, qu'on entend rarement s'exprimer, et il y a une profondeur de sensibilité, une beauté d'écriture. Enfin, c'est d'une densité, d'une intensité. Moi, je trouve que c'est absolument, voilà, juste merveilleux. Et quand je suis tombée sur cette phrase, d'ailleurs, je ne sais plus exactement. euh, Phrase issue de Minuit ou voilà. Mon Et silence. parce que la parole ne peut aller beaucoup plus loin, j'écris ce silence qui ira seul ouvrir le chemin. Voilà. Donc, quand on est en train d'écrire La Nuit des Pères et qu'on tombe là-dessus, on se dit ah, ah, ah. Et ça me semblait évident que ces mots devaient ouvrir le livre. Pour moi, c'est pas juste une coquetterie d'auteur, vous savez, comme ça se fait un peu voilà, maintenant dans presque tous les bouquins. Il y a les petites phrases en exergue, des fois il y en a 2, 3, des fois ça fait 20 lignes. C'est vraiment que je suis très sensible à ces passerelles qui complètement imprévues, inconscientes, qui se tissent comme ça d'un texte à l'autre, voilà, comme un écho de ce qui s'est écrit ailleurs et qui vient résonner dans un texte en train de s'écrire. Voilà. Ça, je trouve ça complètement fascinant. Et quand on tombe sur voilà, la toute petite phrase qui vient éclairer, vraiment éclairer ce qu'on est en train de faire, je trouve que c'est un bonheur. Voilà. Il y a une intertextualité entre vous sur le silence, clairement, en tout cas sur ces 2 textes-là, il y a quand même des choses communes qui sont évidentes. Mais oui, non, Sandor, si vous ne l'avez pas lu, allez, courez, courez. Et alors, concernant les autres références, et notamment Le bruit de la fureur et peut-être Alors, Federico Fellini, bruit de la fureur, j'ai fait intervenir ça de mémoire. alors, je recherche le passage. Non, c'est moi qui l'ai écrit le bouquin, hein. Mais le bruit et la fureur. On va pas écrire ensemble, Gaëlle? Non, je sais qu'à un moment, c'est la Nuit des rois de Shakespeare à la fin. Voilà. Ah oui, si, oui. Le bruit et la fureur, oui, oui, le livre, voilà, qu'avec son compagnon, ils étaient en train de lire et voilà, et elle retrouve le livre avec encore la page
marqué. C'est quelque chose qui la renvoie à ce qu'ils ont perdu, en fait. Parce que je crois que quand on perd quelqu'un, on perd aussi une mémoire commune, un langage commun, tout un univers de références, une espèce de langue qu'on invente à deux. Et c'est ça que je trouve peut-être le plus terrible, de se dire que ces choses-là ne seront plus jamais partageables. C'est quand elle revient justement après le décès de son compagnon et qu'elle revient en avion et qu'elle dit une phrase terrible, toi en soute, moi sur un siège passager. Ben ouais. À ce moment-là. Merci Gaëlle. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait et on en lira un deuxième un petit peu plus tard? Ok. Alors, comme je disais à Anthony, je trouve que c'est bien d'entrer dans un texte par le début. Voilà, d'entendre la voix tout de suite. Donc, c'est la première page, ça fait une page et demie. À l'ombre de ta colère, mon père, je suis né, j'ai vécu et j'ai fui. Aujourd'hui, me voici de retour. J'arrive et je suis nue, seule et les mains vides. Il y a longtemps que je ne suis pas venue, une éternité. C'est ce qu'on dit lorsqu'on ne sait plus. Répondre avec précision m'obligerait à ouvrir des agendas et des calendriers, à sonder ma mémoire, à laisser surgir trop d'images et me faire bousculer par leur incontrôlable irruption. Je résiste de toutes mes forces à ce travail d'excavation, à la tentation de feuilleter d'imaginaires éphémérides pour une information qui, au fond, m'importe peu. Disons, de nombreuses années, des Noëls et des étés, pour lesquels j'ai dit peut-être, j'ai dit on va voir, et je ne suis pas venue. Pour l'heure, tu vois, collé à la porte de ce wagon de TGV, j'attends que la décélération prenne fin, que le wagon s'immobilise et que je puisse enfin sortir. Ce n'est pas que je sois pressée de te retrouver, ni de retrouver tout ce qui m'attend. Mais comme toi, j'aime être libre de mes mouvements. Nous avons cela en commun, à défaut d'autre chose. Cette envie de liberté, brutale et non négociable. Là, tout de suite, je veux marcher, avancer, ne plus piétiner sur les talons des voyageurs encombrés, agglutinés dans cet espace mal commode devant les portes, en équilibre, instable, dans les oscillations de la rame. J'arrive, et déjà le souvenir de ta voix cogne dans ma tête. Tu ne seras jamais aimé de personne. Tu m'as dit ça un jour, mon père. Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. Merci Gaëlle. Alors, je ne sais pas si on ne va pas révéler évidemment le traumatisme qu'a subi ce père, puisque ça fait évidemment partie de l'intrigue, mais est-ce qu'il y a forcément un traumatisme derrière chaque père, chaque parent qui rend indifférent son regard sur son enfant? Il y a en tout cas une raison à ce comportement qui est un comportement extrêmement destructeur, totalement extrême. Et ce comportement, en fait, il est généré par une souffrance, par une immense souffrance intérieure qu'il n'a jamais pu résoudre, pu surmonter et qu'on va découvrir. Et la question que je me posais, c'est qu'on est toujours très innocent en fait par rapport à l'histoire de nos parents qu'on ne connaît pas peu ou pas du tout. Et une fois qu'on comprend des choses, donc on reçoit des informations, qu'on reçoit un éclairage, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Voilà. Comment est-ce qu'on les absorbe? Comment est-ce qu'on les métabolise? Est-ce que le fait qu'elles soient arrivées au cerveau, elles vont arriver aussi jusqu'au cœur et infléchir le regard qu'on peut avoir sans pour autant supprimer la souffrance qui a été, mais de se dire ça a été comme ça parce que ça a été comme ça. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait comment on vit avec cette information? Delphine dit quelque chose de juste dans la conversation. Elle dit
c'est compliqué de donner et transmettre la vie quand on survit soi-même. Oui, Il y a un antagonisme au oui. final. Parce qu'en fait, c'est un homme qui fait partie de cette génération où, bon, voilà, on se mariait, on fondait une famille sans que c'était quelque chose de, on va dire, de classique, banal. Voilà, c'était la voie, on va dire, habituelle. Il y avait peu d'autres modèles, on va dire, sociaux. Mais ce père, en effet, qui, lui, est en survie lui-même, n'était pas en mesure, voilà, comme vous le dites, de donner la vie et d'avoir un regard sur la vie qui vient derrière lui. Il n'était pas en mesure de prendre en charge, on va dire, affectivement, une famille. Tout à l'heure, vous êtes passé, vous avez évoqué le titre, La Nuit des Pères. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ce titre-là est arrivé à vous? Est-ce qu'il y a eu d'autres titres? Et j'aimerais bien savoir s'il y a eu d'autres titres, s'il y en a eu un autre. J'aime Alors, beaucoup celui-ci, bien ça, c'est sûr, mais important, les titres. Moi, je c'est suis important. très obsessionnelle avec les titres. Et là, mon éditrice le sait. Je trouve ça hyper important. Pour moi, le titre, c'est pas on a fini le bouquin et on va regarder comment on l'appelle. Pour moi, il fait vraiment partie du livre. Vous savez, c'est comme la première note de musique d'un morceau de musique qu'on va jouer. Ça vous donne tout de suite une tonalité. Ça vous fait rentrer dans un monde. Voilà. Et donc, j'y attache beaucoup d'importance. Alors, il se trouve que pour ça, la nuit des Perses, ça s'est complètement imposé tout de suite. Voilà, tout de suite. Je dirais, c'est pas toujours le cas. Là, c'était évident que c'était voilà la nuit des pères, aussi de ce père qui a lui aussi été multiple, et pas seulement par rapport à ses enfants, mais qui a été multiple dans sa vie d'homme, qui a été un homme adulte et puis un homme qui est en train de basculer. J'avais éventuellement pensé au titre d'un des chapitres, le Très, chapitre très beau. dans son Très, très beau, histoire. les titres que vous mettez à chaque fois de chaque chapitre. Il y a peu de chapitres. Oui, il y en a Les peu. titres, du coup, ils Parce sont qu'en fait, j'aime parfaits. pas trop les titres sur les chapitres très courts, c'est les titres qui vous racontent tout ce qu'on va trouver dedans. Ça, j'ai horreur de ça. Mais là, c'est plus des parties, voilà, que des chapitres. Et il y a une partie qui s'appelle Nous étions des enfants. Euh, et voilà, j'ai pensé que Nous étions des enfants, ça aurait pu aussi faire un titre, mais c'était plus énigmatique et ça anglais moins, si je puis dire, sur la personne du père qui était vraiment centrale. Donc voilà, ce titre est celui qu'on a gardé par la suite. Voilà. Quelquefois, c'est pas aussi évident. On peut quelquefois avoir deux, trois titres, hésiter. Ça peut aussi se discuter avec l'éditeur, avec l'éditrice qui adhère pas forcément voilà, à ce qu'on a en tête et qui a une autre suggestion. Mais en tout cas, ça se discute et il est essentiel que pour l'auteur, ça réponde voilà, à cette tonalité intérieure, en fait, du livre. Manon confirme en tout cas dans la conversation. Je rebondis sur le rôle de l'éditrice. Comment vous travaillez avec elle? Comment vous, vous matérialisez les choses? Vous êtes une romancière déjà très prolixe, avec beaucoup de romans Ouais. déjà depuis une dizaine d'années. Comment on travaille au fil du temps avec une éditrice comme Manon Frappa? Alors, comment dire, je connais Manon depuis pas mal d'années, en fait, depuis qu'elle est arrivée chez Notabilia, mais elle n'était pas mon éditrice, qui était Brigitte Bouchard, qui a créé cette collection. Voilà. Donc, en fait, ce livre est intervenu au moment où Brigitte Bouchard est partie, ce qui veut dire qu'elle en a assuré comment dire, la mise au point, si je puis dire, éditoriale avec moi, et qu'ensuite, c'est Manon qui a repris tout le travail. Et avec Manon, par contre, on a fait et recoudre le soleil. Voilà, ça, on l'a fait ensemble de A à Z. Je pense que Manon pourrait nous en dire quelques mots. Ouais. Euh, Alors, elle n'a pas le micro et ni de caméra, c'est pour ça elle que... n'a pas de micro ni Ouais, de malheureusement. caméra. Bon, alors c'est pas grave. Disons que l'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait
une relation de confiance, voilà. de confiance et de sincérité, voilà. Qu'il n'y ait surtout pas de pression, de manipulation, voilà, de jeu pas très, voilà, pas très intéressant. Que quand moi j'arrive, voilà, et que j'envoie un texte, j'ai besoin d'avoir un regard qui soit attentif, qui soit pas complaisant, et surtout qui me permette d'aller encore plus loin. C'est-à-dire quand j'envoie mon manuscrit, le livre, il est peut-être à 90% peut-être de ce qu'il peut donner. Mais les 10% qui manquent, c'est que je ne les ai pas forcément vus. C'est-à-dire que quand j'envoie le texte, je suis au bout de ce que j'ai pu en faire. J'ai fait le premier jet, je l'ai déjà relu une douzaine de fois. Voilà, je suis arrivée au maximum. Et que le regard de l'éditeur, de l'éditrice, c'est de questionner ce texte, de questionner l'auteur et avec ces questions, de permettre quelquefois de débloquer des choses ou d'aller plus loin ou de faire sentir qu'il y a des trucs qui sont restés à la surface. Voilà. Il y a peut-être des endroits où voilà, je ne suis pas allée parce que pour des bonnes raisons, parce que c'est difficile d'aller des fois à la mine sur des trucs qui font mal et qui sont pourtant nécessaires. Donc voilà, les questions que va poser l'éditeur, c'est ces questions que je vais ensuite me poser et qui vont quelquefois m'éclairer sur comment aller plus loin. Voilà. Et c'est aussi des questions, quelquefois, par exemple, si elle me dit, tiens, là, est-ce que tu es sûr, ce passage, moi je le trouve un peu comme ci, comme ça, est-ce que tu es sûr, est-ce que voilà. Alors je vais réfléchir, soit je vais me dire, ouais, elle a raison, pas génial, c'est un peu faible par rapport au reste, ou c'est mal placé, ou je l'ai déjà dit, enfin voilà, on se répète des fois, enfin voilà. Ou alors, au contraire, je vais relire et je vais dire non, ça pour moi c'est important que ça soit comme ça. Donc c'est vraiment ce questionnement sur le texte qui pour moi est hyper important. Et ça ne peut se faire que si on a voilà, une totale confiance. Voilà. L'éditeur, c'est pas quelqu'un qui arrive en portant un jugement de valeur, en disant allez, il faut supprimer 30 pages, ça, il faut le mettre là, etc. Ça, c'est dans les mauvais films qu'on voit ça. Très bien. On n'a pas encore parlé très peu des Alpes, de cette montagne-là qui, vous le disiez tout à l'heure, est quasiment un personnage principal, qui prend de l'épaisseur au fil du récit. Au début, vous le développez peu, et puis ensuite, ça s'épaissit tout autant que la neige. Désolé pour cette métaphore fumeuse. Mais en tout cas, c'est un personnage qui prend de l'ampleur, qui est important et qui façonne aussi les sentiments. C'est une sorte de métaphore au final, la montagne, j'ai l'impression pour vous. Oui, j'ai trouvé que ce lieu prenait une sorte de densité psychologique où il y avait une espèce de nature miroir à la fois fascinante et hostile et qu'elle était, je dirais, le cadre, l'écrin, voilà, le décor parfait pour cette histoire. Et en écrivant, c'est vrai que comme tous les personnages prennent de la densité, enfin, j'espère, au fil des pages, On confirme. eh bien, la montagne, voilà, la montagne aussi, j'avais aussi envie d'aller plus loin, euh, en évitant le truc que je ne sais pas du tout faire, c'est d'être trop descriptive. Voilà. C'est-à-dire de livrer plus peut-être des détails qui sont parlants, qui font sens, plutôt que des grandes descriptions qui, pour moi, manque un peu peut-être d'intérêt littéraire, mais voilà, de zoomer sur les choses qui vont vraiment donner à ressentir les choses. Mais oui, j'ai adoré parler de la montagne, d'autant que c'était la première fois. Donc, c'est ça qui est intéressant quand on écrit, c'est d'aller dans des endroits qu'on n'a jamais explorés. Si c'est pour refaire enfin pour moi, hein, le même livre, la même story, les mêmes contextes. Après, on travaille toujours ses obsessions, hein. Un artiste, c'est avant tout un grand obsessionnel. Donc, on creuse toujours les mêmes obsessions, mais
avec des éclairages, des focales différentes. Et, et là, c'était l'occasion d'explorer d'autres choses. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et là, je dirais que si j'ai un truc à me souhaiter très égoïstement, ça serait de pouvoir continuer à me découvrir et à me surprendre en allant sur des territoires que j'ai jamais explorés. Et c'est intéressant ce que vous dites sur le côté trop descriptif. En effet, vous n'êtes jamais dans la contemplation. J'ai l'impression que vous êtes toujours dans l'émotion et dans le sentiment, dans le corps, dans la chair, et jamais en train de regarder à travers des œillères, en réalité, où vous n'êtes pas dans une littérature contemplative. Et tant mieux. Ouais, alors je suis contemplative, je sais pas, disons que c'est, oui, descriptive. En fait, pour moi, la description, elle est intéressante si elle porte quelque chose. Voilà. Si c'est juste d'écrire que c'est bleu, c'est rouge, c'est jaune, il y a du vert, il y a des feuilles, des machins, bon, ok, on sait tous ce que c'est que voilà, se balader en montagne. Donc, qu'est-ce que ça va apporter de plus? En revanche, je pense à un moment où elle raconte qu'elle suivait ses parents et qu'elle, ce qui l'intéressait, c'était de se focaliser sur la couleur des ailes d'un papillon, etc. Parce qu'on voit que dans sa tête de gamine, suivre ses parents, c'est un cauchemar. Elle allait se promener le dimanche en montagne à traîner la patte et qu'elle est déjà dans son monde intérieur et déjà un monde quelque part des profondeurs. Voilà. Et c'est ça et c'est de cette manière-là qu'elle va se construire. Donc là, je dirais, il y a un détail, il y a une description intéressante. Puis on sent aussi la gamine qui se réfugie aussi, qui s'invente un monde à elle dans le monde autour d'elle. Voilà. Et là, je dirais, voilà, peut-être que la description apporte quelque chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près une représentation de tout quasiment. Avec Internet, même si c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues, même si c'est je sais pas quoi, un paysage sur l'île de Java ou le détail d'une cérémonie bouddhiste au Japon. Enfin, voilà, je pense qu'on a des représentations d'à peu près tout ce qui existe dans le monde, que ce soit de la Voie lactée, des cratères sur la Lune. Voilà. Donc, à quoi bon décrire des choses qu'on a en tête ou qu'on peut trouver facilement. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de dire pourquoi je vous en parle et pourquoi ça a du sens dans mon histoire et qu'est-ce que ça porte par rapport à ce que vivent les personnages. Non? Ah, je suis entièrement d'accord avec Attendez un vous. instant, on frappe à ma porte, c'est ma fille. Je vous demande Ça 2 secondes. Oui, chaton, je suis en ligne. Bon, voilà. Désolée Pas de pour cette souci. interruption. Les aléas du direct. C'est parfait. J'adore cette Absolument. réponse parce qu'elle est elle est plutôt rare à une époque où justement il y a beaucoup de nature writing, il y a beaucoup de contemplation dans la littérature, je trouve, Alors, de description. Et je trouve ça très intéressant que vous le disiez clairement. Alors, après le nature writing, il y a des trucs passionnants, hein. Il y a voilà, les autres. Moi, je lis beaucoup de littérature américaine. Je suis une fan des Gallmeister et tout et tout. Et il y a ce côté très très immersif où on est dans l'immensité des territoires, des territoires qui sont très souvent. Enfin, pareil, il y a aussi ce mélange d'hostilité et ce mélange voilà, de fascination. Et après, je dirais, tout dépend du talent de l'auteur à nous captiver sur 400 pages avec des descriptions extrêmement, extrêmement précises. Je dirais, des fois, ça fonctionne et des fois, je trouve que c'est voilà, peut-être beaucoup. Après, c'est une question aussi d'équilibre par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, par rapport à l'intériorité des personnages. Tout ça, c'est des équilibres qui sont hyper subtils et surtout, on en parle maintenant, mais ça ne se décide pas quand on écrit. Quand on écrit et on regarde où ça nous mène. Voilà. Il y a un truc, un matériau vivant qui est en construction, en évolution, qui peut être remis en cause à tout moment. On écrit comme on peut, comme on le sent, et après, bon,
voilà, à quoi ça ressemble. Donc, ouais. Très bien. Catherine? Non, Catherine est repartie. On enchaîne avec Sandra alors. Bonsoir à tout le Alors monde. oui, voilà, je vous vois. Oui, c'est bon, vous me voyez, Gaëlle. Bonsoir Gaëlle et bonsoir tout le monde. Au début, vous disiez que vous saviez depuis très longtemps qu'il faudrait vous confronter à la figure de paternelle. Ma question, c'est de savoir si un livre suffira pour finalement faire le tour de cette question extrêmement complexe. Oui, mais c'est un petit peu la question que posait Anthony tout à l'heure. Très sincèrement, je ne suis pas en mesure de le dire maintenant, parce que je ne sais pas ce que je vais écrire, je ne sais pas où mes pas vont me mener en termes d'écriture. Je n'exclus jamais comment dire, que d'une manière ou de l'autre, il y ait cette figure qui réapparaisse, hein, parce qu'il y aura encore des choses à creuser. Ça sera sûrement inconscient. Et on m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps qu'en fait, dans la plupart de mes bouquins, il y a une image paternelle qui traîne un peu dans chaque livre. Soit un père protecteur, bienveillant, soit au contraire un père difficile ou une figure paternelle voilà, plus métaphorique. Et très sincèrement, j'en étais pas du tout consciente. Donc, donc voilà, je ne sais pas ce qui surgira en écriture pour la suite. Voilà. La seule chose que j'espère, c'est que si enfin, s'il y a des choses qui se continuent autour de ce sujet, ça ne sera pas une redite et ça sera vraiment aller plus loin avec d'autres angles, d'autres perspectives. Alors, Catherine, tu es revenue, c'est à toi. Catherine, alors, où est-elle? Il faut que je Elle change n'arrive. l'écran peut-être. Non, 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 elle n'arrive pas. Ah, si, c'est bon, elle est Si, là. mais parce que j'ai tellement pas l'habitude de parler que je sais même pas Oui, comment. voilà, Catherine. Non, je voulais juste dire que, en fait, ce que j'aime particulièrement dans vos livres, c'est que vous savez particulièrement bien parler des silences. Et j'ai retrouvé, comme dans le premier livre que j'ai lu de vous, Les Heures silencieuses, page 59, j'avais déjà le goût pour les vies insoupçonnables, secrètes et somptueuses, éphémères. Je l'ai compris plus tard. J'aimais l'obscur, le mystère, l'indéchiffrable. C'est vous qui parlez en fait. Vous aimez ce genre de... Vous aimez aller voir ce qui se passe derrière. Oui, je crois, oui. En fait, là, on est en train de parler et je trouve ça, voilà, génial. Je suis extrêmement, voilà, touchée que vous soyez tous là, voilà. Et, mais en fait, j'adore le silence, j'adore la discrétion, j'adore l'anonymat, j'adore ne pas bouger, regarder ce qui se passe autour de moi. J'ai besoin d'être, comment dire, d'absorber aussi ce qu'il y a autour de moi, de ressentir ce qui se passe, ce qui se joue. Euh, je suis extrêmement curieuse en fait. J'espère pas au sens intrusif, mais curieuse des vies autour de moi, des mondes autour de moi, que ça soit tout près, que ça soit à l'autre bout de la planète. Je suis curieuse de nos vies en fait. Et tout ça, ça demande, pour les recevoir, ça demande de se mettre un petit peu en retrait et en silence. Et c'est vrai que j'ai un très grand besoin de solitude et de silence. Alors c'est un peu paradoxal en période de sortie de livre où on est amené à beaucoup s'exprimer, mais c'est vrai que la solitude, pour moi, la solitude choisie est un rare bonheur. Séverine? Merci. Oui. Vous m'entendez bien là? C'est bon, Ça parfait. marche? Bonsoir Oui. Gaëlle. Bonsoir, Séverine. Ça va? Oui, donc enfin, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Je vais avoir du mal à vous voyer en fait. Mais Je vais me tutoyer. là, tu disais que le nature writing, c'était pas trop ton truc. Par contre, enfin, moi, en te disant, à chaque fois, je me rends compte combien tu veux défendre l'environnement. Et là, dans ce livre, je trouve qu'il y a vraiment des propos placés
un petit peu partout dans le livre, où elle parle de son empreinte carbone, de l'écologie et, et ainsi de suite. Donc quand même, voilà, il y a une volonté de prendre la défense en ce moment en plus de la nature et ainsi de suite. Ouais. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Voilà, je te tutoie aussi puisqu'on s'est déjà croisés à plusieurs reprises. Parce que en effet voilà, cette femme qui est donc documentariste, qui fait des films sur les milieux sous-marins, bien sûr, elle a envie de donner à voir toute cette beauté qui est menacée. Et sans voilà, cette prise de conscience de l'urgence qu'il y a à le faire, elle ne le ferait certainement pas. Et c'est évidemment quelque chose auquel, comme beaucoup d'entre nous, je suis très, très sensible. Après, comment la littérature peut porter cette préoccupation-là? Il y a énormément de bouquins en ce moment qui tournent autour de préoccupations écologiques, climatiques, etc. Et la question que je me pose, c'est, je suis toujours un petit peu, comment dire, méfiante ou réticente aux romans ou aux textes qui portent, entre guillemets, des messages. Voilà. Même si c'est des messages importants, je dirais le roman démonstratif, le roman un peu militant, le roman pamphlet, etc. Je me dis que ça ne fait pas toujours une très bonne littérature parce que ça veut trop démontrer les choses. Et pour moi, la littérature, c'est juste les montrer. Voilà, c'est pas appuyer ou dire au lecteur, t'as vu, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout. Donc c'était voilà, comment glisser l'importance de ces préoccupations qui pour elle sont essentielles, c'est son cœur de vie, sans avoir, je dirais, un message un peu pesant. Je peux lire un passage d'ailleurs où vous parlez de ça, où vous parlez de ce moment-là. Vous écrivez à un moment donné, j'en dérange les créatures aussi délicatement que possible pour montrer les splendeurs que nous sommes en train de détruire. Je voudrais ne rien abîmer, n'être qu'un regard, offrir cette déchirante beauté d'un univers menacé. Je ne sais plus si je fais bien. On précise qu'elle est justement, qu'elle photographie, qu'elle filme sous les mers. Et ce passage-là correspond parfaitement à la question de Séverine. C'est vrai. Et c'est vrai que cette question, c'est aussi des choses très personnelles que j'ai évoquées. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs années en Nouvelle-Calédonie et que pendant ces années-là, j'ai découvert un univers qui m'était complètement inconnu, qui était celui voilà, de la plongée, d'aller voir les poissons, les rochers de coraux, les coraux fluorescents, enfin bon, et que même sous très très peu d'eau, je n'ai pas plongé à 60 mètres avec des bouteilles, c'est dans très très peu d'eau, on découvre mais des merveilles complètement insoupçonnables de formes, de couleurs, avec une diversité, une beauté. Et pour moi, c'est un éblouissement, je crois que je garderai absolument toute ma vie. On comprend. Delphine? Bonsoir à tous. Bonsoir. J'avais envie de vous entendre parce que vous avez parlé effectivement d'Isabelle, d'Olivier, du père, de la montagne, mais j'avais envie de vous entendre aussi au sujet de la mer. Oui. Qui est omniprésente, je trouve, dans son absence. Oui, c'est une présence-absence, et pour moi, c'est une belle présence. Alors, je dirais que c'est un personnage qui est pour moi toujours un petit peu voilà, émouvant d'en parler, parce que je dirais que je n'ai pas inventé énormément pour créer ce personnage d'une mère paratonnerre qui essaie en fait, d'écarter la foudre. Et c'est ça que je trouve le plus terrible au fond, de se mettre en retrait de sa propre vie, de ses propres envies, de ses propres désirs, pour finalement, je dirais, éviter le drame en permanence, au détriment de ce qu'elle aurait peut-être pu faire de sa vie. Voilà, je trouve ça à la fois très très beau, ce don de soi, en fait, et aussi très, très cruel.
Merci. Alors, et la suite, Gaëlle, puisque vous disiez que vous n'alliez pas pour l'instant évoquer le père pour la suite, tous vos livres sont extrêmement différents sur les thématiques, sur toutes les thématiques que vous évoquez. Est-ce qu'il y a une suite qui germe en vous? Est-ce qu'il y a encore un retour poétique potentiellement qui germe? Comment voyez-vous l'avenir en tant qu'écrivain? Alors, l'avenir en tant qu'écrivain, pour l'instant, je dirais que j'en sors. Donc, c'est quand même un livre qui, pour moi, a été émotionnellement assez exigeant. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie d'écrire un livre, même si c'est pas un pavé de 400 pages, c'est quand même pour moi très, très exigeant. Donc, il faut accepter qu'il y ait un temps de jachère, un temps où je dirais, le terreau va se reformer, où on va être en mesure de capter des choses différentes, de se laisser traverser par quelque chose qui peut-être à un moment va nous attraper, et surtout de ne pas, ça, j'ai appris ça, de ne pas vouloir bousculer les choses. De se dire, il ne faut pas que j'écrive à tout prix, que je me jette sur un truc parce que j'ai l'angoisse de me dire, est-ce que j'écrirai à nouveau? Je crois que j'essaie d'accepter de me donner du temps pour recevoir le vrai sujet quand il sera là. Parce que quand le sujet il est là, il ne vous lâche pas. Croyez-moi, on sait que c'est ça qui doit être écrit. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dessine, mais c'est vraiment une ombre et ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de me jeter. Il ne faut pas être trop volontariste en fait en écriture. Voilà. Il faut au contraire accepter que ça vienne à nous et pas forcément à moi de se jeter sur le sujet. Voilà. Donc voilà, j'attends de voir si ce sujet-là, il va prendre consistance, il va prendre corps, il va devenir exigeant au point que ça va devoir s'écrire un jour ou l'autre. Et puis, voilà, je suis en train de relire tranquillement des choses que j'avais écrites un petit peu avant la Nuit des Pères, qui est un peu une constellation de textes dont je n'ai pas du tout idée de l'intérêt que ça a. Voilà, donc ça fera partie des propositions, des discussions qu'on aura avec Manon, mon éditrice. Et puis, voilà, en attendant que vous savez, on n'est pas des machines à écrire, hein. Écrire un roman, je trouve que c'est vraiment c'est courir le marathon. C'est un truc sur le long terme. C'est un truc qui vous lâche pas, qui vous quitte pas. Même quand on n'écrit pas, on écrit quand même. Et voilà. Et ça demande un petit peu de récupération, on va dire. Et forcément, surtout, vous êtes très présente en librairie en ce moment. Ce texte-là, La Nuit des Pères, est-ce qu'il a été à quel moment il a été écrit en réalité, puisque on sortait d'une période Covid, je ne sais pas s'il a été écrit a posteriori ou non, mais ça a dû jouer aussi un rôle particulier. Est-ce que cette période-là a influé sur une thématique où potentiellement on était dans une situation plutôt terrible, on ne savait pas de quoi demain était fait. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi peut-être sur la Nuit des Pères en revenant vers cette figure paternelle? Ouais, alors très sincèrement, j'ai pas l'impression que j'ai eu une phase d'écriture liée à ce qu'on a vécu de confinement. J'ai pas particulièrement écrit pendant le confinement. J'ai pas l'impression que ça ait eu consciemment, hein, après on n'en sait rien, une telle, Est-ce qu'il y avait une urgence? une telle Ouais. influence, voilà. Est-ce qu'il y avait une urgence à écrire, en tout cas pas consciente? Ouais. Ouais, mais il y a plein de choses qui ne sont pas conscientes, vous savez. Et heureusement, parce que si on était conscient, souvent on ne les écrirait pas. Très bien, très bien. Alors, on va faire une petite photo de groupe comme on a l'habitude. Voilà, préparez-vous et Gaëlle finira cette rencontre en nous lisant un deuxième extrait qu'elle a choisi. Voilà, et on voit les livres Ok, alors s'agiter. on sourit tous là? C'est ça, on sourit tous avec le livre, c'est parfait. C'est bon. Merci. Alors Gaëlle, c'est à vous pour un deuxième passage. Oui, alors vous m'aviez demandé un deuxième extrait. Alors bon,
j'ai ouvert le livre et puis il s'est ouvert sur ce passage-là, qui est assez court, mais finalement, je trouve il se prête à notre discussion. Mon père qui brave les sommets, te voilà nu, démuni dans l'obscurité qui avance. Te voilà devenu un vieil homme fragile. Et toi qui fus si difficile à aimer, je voudrais te prendre dans mes bras et repousser les forces de l'oubli qui ont posé leur serre sur toi. Mais c'est impossible, nous le savons bien. Le crépuscule descend et je voudrais tenir ta main. Tu vois, ta mémoire s'effiloche comme ces écharpes de brume accrochées à ta montagne au matin froid. Cet insaisissable duvet qui s'efface à la montée du jour en emportant les couleurs de ta mémoire. C'est une eau qui ruisselle et que tu ne peux retenir. Un torrent qui gonfle et pousse devant lui tout ce que tu ne peux plus agripper. Le nom des choses, l'instant à peine passé. Je sais que tu trembles, mon père, et je tremble avec toi devant tout ce qui chavire et qui sombre. Des planètes qui s'éloignent jusqu'à se fondre dans une nuit sans lumière qui t'appelle. En toi, les mots chutent et se fissurent, les visages s'évanouissent, le temps se décolore. Tu sais ta déroute et tu sais qu'elle est sans retour. Merci, merci Gaëlle. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va vous libérer, Gaëlle. Merci infiniment pour ce moment. Plaisir. Merci pour vos réponses. Merci pour votre talent d'écrivain, tout simplement, parce que La Nuit des Pères est un très grand roman. Et évidemment, il est difficile peut-être pour certains qui ont eu un père ou en tout cas un parent dans la même situation. Mais il est nécessaire, à mon sens, pour pouvoir aussi libérer une certaine parole. Donc, merci. Merci pour votre roman, Gaëlle, et pour qui vous êtes, tout simplement, et qui vous avez été ce soir. Merci à vous tous. Je suis vraiment très touchée que vous soyez tous là. C'est merveilleux, je trouve, de voir tous ces visages. Merci. Merci, Gaëlle. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir tout le monde.